Le sommet de 2 jours accueilli par la France s'est terminé vendredi 23 juin avec quelques avancées en faveur des pays pauvres, mais sans être, comme à l'accoutumée, à la hauteur des attentes espérées pour réorienter la finance mondiale au service de l'être humain avec un sens élevé de responsabilité à l'égard de la vie et de la nature. En effet, la rencontre s'est achevée, comme toutes celles qui l'ont précédée, par une série de petits pas sans susciter l'engagement mondial espéré pour éradiquer la pauvreté dans le monde et mettre un terme au saccage de la nature par un capitalisme néolibéral de plus en plus vorace. Le sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial restera lettre morte si des décisions contraignantes ne sont pas prises sur des projets concrets, notamment la construction en Afrique de centrales hydroélectriques sur le fleuve Congo, a déclaré ce 23 juin le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a participé à la rencontre. Ce faisant, le sommet, le sommet prouvera que ses participants respectent leurs engagements, a ajouté le chef de l'État. Selon le président Ramaphosa, la construction de la troisième centrale hydroélectrique près des chutes d'Inga est un projet prioritaire pour l'Afrique. Pour lui, mieux vaut agir que de se contenter de parler d'aider le continent. L'Afrique a grandement besoin d'une centrale hydroélectrique à Inga, a-t-il indiqué. En effet, la première centrale a été inaugurée en 1972 et la seconde en 1982. Ces structures fonctionnent aujourd'hui à leur capacité minimale en raison de difficultés techniques. Il était prévu de construire une troisième centrale hydroélectrique plus grande, mais le projet, d'un coût de plus de 50 milliards de dollars, n'a pas encore été réalisé. Les experts estiment que si la cascade de centrales hydroélectriques d'Inga est achevée, elle jettera les bases d'un système énergétique unifié en Afrique. Alors, pour discuter des résultats de cette conférence, j'ai le plaisir de recevoir depuis Montréal Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal, membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Professeur Aktouf, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour à vous et merci à vous. Bien, tout le plaisir est pour nous. Alors, parmi les quelques résultats de ce sommet des pays dont l'Espagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, avec la Banque mondiale, ont soutenu un système de suspension automatique de remboursement de la dette en cas de catastrophe naturelle. Et l'autre résultat, un groupe de pays et de banques de développement se sont aussi engagés à mobiliser 2,5 milliards d'euros pour aider le Sénégal à réduire sa dépendance aux énergies fossiles, notamment le fioul lourd. La Zambie verra de son côté sa dette allégée. Les créanciers ont accepté de restructurer 6,3 milliards de dollars de dette, alors que la Zambie est endettée à hauteur de 32,8 milliards de dollars, dont 18,6 milliards auprès de fonds étrangers, selon le bilan officiel de fin 2022. Alors, professeur Aktouf, qu'en pensez-vous? Et cette nouvelle conférence de Paris était-elle un énième sommet vain aux échecs 1000 fois répétés? Absolument, absolument. Pour moi, ça n'est rien d'autre que encore des promesses creuses, du blabla. Et je pense que l'une des raisons essentielles, c'est que l'Occident, à commencer par la France, l'Europe, les pays de l'OTAN, etc., c'est l'urgence devant les avancées du BRICS et de la NDB, la NBD, la nouvelle banque de développement qui est à Shanghai et qui commence déjà à fonctionner. Et je pense que c'est l'urgence devant c'est la course par rapport aux BRICS qui est en train d'avancer, qui les effraie et qui les pousse à faire ces espèces de, 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 de gesticulations, à mon avis, qui n'aboutiront pas à grand-chose, comme d'habitude. Alors, si on fait déjà un constat simple, depuis 2021, hein, donc Oui, oui. ça fait, bon, depuis 2021, 2 tiers des pays pauvres et 1 tiers des pays émergents sont retombés dans l'endettement pratiquement insoutenable.
Alors, je suppose même maintenant que ces deux tiers et un tiers sont dépassés, doivent être largement dépassés aujourd'hui. L'autre C'est-à-dire aussi, notamment après la crise de la pandémie liée oui, au Covid-19, où oui, beaucoup d'États se sont endettés. exactement, exactement. Donc, deux tiers des pays pauvres et un tiers des pays émergents sont aujourd'hui dans un surendettement dont ils ne peuvent même pas se sortir. Plus 120 millions officiellement, donc en 2021, de nouvelles familles, etc., ménages tombés dans la pauvreté absolue ou la pauvreté extrême, alors qu'on nous disait qu'elle était en train de reculer. Alors, devant ces constats, bon, sans parler des dégâts écologiques continus, même le Canada est en train de brûler du Pacifique jusqu'à l'Atlantique. Alors, donc, devant ces constats, quand on voit ce genre de gesticulation, on reste perplexe. Alors, quels sont les résultats de ces gesticulations? Lula l'a dit à sa façon, il avait parfaitement raison. Il a dit, ça fait 2 siècles que vous êtes en train de détruire ce tiers-monde. Alors, depuis 2 siècles, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle, enfin, ou l'apogée de la révolution industrielle, eh bien, il faut faire les comptes. Il y a quelqu'un qui a fait les comptes qui s'appelle Max Weber, donc un sociologue économiste du début du XXe siècle, qui a essayé d'estimer comme ça, tout à fait au pif, qu'est-ce que l'Occident, depuis la révolution industrielle, devrait rembourser aux pays du tiers-monde, incluant l'Amérique latine, si j'ai bonne mémoire, à son époque, donc vers 1930 peut-être, vers les années 1920-1930. Il a estimé déjà à l'époque que ça dépassait les 200 000 milliards de livres ou je pense que c'était de livres sterling. De livre sterling, ouais. Oui, déjà à l'époque. Alors imaginez C'était, aujourd'hui. c'était la monnaie de l'Empire Voilà. dominant. Exactement. Alors imaginez aujourd'hui. Et donc, quels sont les résultats là, de ces gesticulations? Qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a eu la promesse qu'on va mettre un moratoire sur la dette des pays qui vont subir des catastrophes climatiques. Bon, or, Ils n'ont pas dit moratoire, ils ont dit suspension, suspension. Oui, voilà, suspension le temps voilà. que, soi-disant, Et les la pays qui ont suspension, subi des catastrophes reprennent leur exactement. souffle. Mais Exactement. c'est pas un Donc moratoire. un moratoire mini, mini. Bon. Et donc aussi le ralentissement de paiement de la dette des plus démunis. Mais sans aucune précision. D'ailleurs, il n'y a pas eu de communiqué final. C'est juste un résumé qui a été écrit par les Français. C'est tout. On n'a même pas de communiqué commun total. Et l'Afrique n'était représentée que par 12 pays alors que c'est 55 pays. Donc il y avait 40 pays là-dedans, dont 12 d'Afrique. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme autre résultat? C'est de dire on va taxer dorénavant les transports maritimes, on va taxer les transactions financières, alors que les transactions financières, ça fait des années que le Nobel d'économie Tobin le préconisait, c'est-à-dire taxer de 1,5% ou de 1% les transactions boursières journalières. Si on l'avait fait depuis que Tobin l'a dit, donc c'est-à-dire depuis les années 90 du siècle dernier, oui, ça, depuis les années 90 en tout cas, donc on aurait aujourd'hui largement des milliers de milliards de dollars à disposition pour toutes ces actions qu'on nous avance. La troisième taxe, ce serait la taxe sur il y a les transports maritimes, il y a les transactions boursières et la troisième taxe serait sur les extractions des énergies fossiles. Alors, ils imaginent donc une taxe, je sais pas, l'Amérique, les États-Unis, enfin, peu importe, le Canada, la France, va aller prendre du pétrole au Gabon, au Tchad ou au Mali ou je sais pas quoi, et on va mettre une taxe là-dessus. Alors, quelle taxe, combien, est-ce qu'elle sera à effet rétroactif, est-ce qu'elle sera... Donc, tout ça, c'est vraiment vague
C'est du blabla. Pour moi, c'est certainement des promesses creuses. Et avec ces résultats-là, on n'ira vraiment pas très loin. D'accord. Et d'autant plus que, curieusement, il n'y a même pas de communiqué commun. Ouais. Alors, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Alors, dans ce qui a attiré, moi, en plus de la déclaration du président sud-africain lors de ce sommet, c'est la déclaration donc, du président brésilien Lula da Silva. Alors, dans son allocution, justement, il dit, je cite, Cher camarade Macron, préparez-vous, car j'ai une volonté de me battre encore bien plus forte qu'il y a 13 ans. Donc, sous-entendu, dans le but de réunir plus de ressources à la hauteur des besoins de la lutte contre la pauvreté et contre le dérèglement climatique. Ceux qui ont réellement pollué, donc il ajoute, le président brésilien ajoute, ceux qui ont réellement pollué la planète pendant les 2 siècles derniers, les 200 ans dernières années, sont ceux qui ont fait la révolution industrielle. C'est pour cela qu'ils doivent payer la dette historique qu'ils ont envers la planète, avait-il affirmé donc, dans cette déclaration à la veille Hmm. du dernier jour, donc le 23. Alors, est-ce que vous partagez l'analyse et le constat du président Lula et pourquoi? Mais bien sûr, et de ce d'autant plus que j'ai eu la chance et l'honneur de travailler sous la présidence de Lula quand il était là, et même Rousseff après lui, dans des comités et des groupes de travail sur notamment la question du travail social et non plus juste le travail pour le capital. Et bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est même des diplômes qui vont jusqu'au doctorat pour essayer d'implanter au Brésil une forme de travail et de production qui intègre une grande dimension sociale, beaucoup plus que juste la dimension économique, profit, etc., etc. Bon, donc j'ai eu la chance de travailler dans des comités de ce genre-là, tant que Lula était là et Dilma Rousseff aussi, un certain temps. Et donc, je peux en témoigner de visu. J'étais sur place et j'ai bien vu que 30 millions de familles ont été sorties de la pauvreté. La ville de Porto Alegre a été sortie quasiment d'une quasi-guerre civile qui allait commencer là, avec les favelas et tout ce qui s'ensuit, grâce à des programmes sociaux de développement de quartier par quartier, très décentralisés, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie des programmes que Lula a mis en place et qui a continué, qui continue avec Dilma Rousseff. Et c'est évidemment Bolsonaro qui a été mis en place, on le sait, par les évangéliques et les Américains, etc., et qui a tout démoli. Et aujourd'hui, ben, je dois retourner au Brésil et Lula est en train de mettre en place les éléments pour reprendre tout ça, pas de zéro, j'espère, mais au moins à la moitié de ce qu'il avait réussi à réaliser pendant son mandat et le mandat où était Dilma Rousseff. Alors oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord, et entièrement d'accord avec son diagnostic. Il faut que les pays de l'OTAN, l'Occident, payent, et même Macron l'a reconnu. Oui, parce qu'il y a quand même, on peut considérer qu'il y a quand même une espèce d'hypocrisie et Et bien sûr, où on pense que les gens sont débiles alors qu'ils n'ont aucune responsabilité dans oui, ce qui s'est oui, passé. Et c'est oui, à eux qu'on demande de faire encore des efforts oui, oui. pour les pays riches. Oui, 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 et on veut nous interdire à nous enfin, je veux dire, donc les pays du tiers-monde, les pays pauvres, les pays émergents, etc., de faire un minimum pour nous industrialiser, pour ceci, parce qu'on va Exactement. polluer encore plus, etc., alors que c'est eux qui ont détruit toute la planète, y compris dans le tiers-monde. C'est eux, c'est l'Occident. Et même Macron l'a reconnu en disant qu'il y a une dette climatique que l'Occident, l'Europe, ont une dette climatique envers l'Afrique. Donc, il parlait que de l'Afrique, mais on peut ajouter l'Amérique latine, on peut ajouter l'Océanie, on peut ajouter quasiment tout le reste du monde. Et donc, si Monsieur Macron est conséquent avec lui-même,
et qu'il reconnaît qu'il y a une dette climatique, eh bien, il faut commencer à calculer cette dette depuis 2 siècles. Absolument. Et Lula a raison. Alors, quand on voit, par exemple, ce qu'ils promettent là, 2,5 millions pour le Sénégal. Ouais, Mais combien ils ont pris au Sénégal depuis 150 ans? Ils ont réduit le Sénégal en monoculture d'arachides. Ce ouais. qui fait que les Sénégalais ne peuvent même plus, ne savent même plus cultiver du riz, alors que le riz est l'essentiel de l'alimentation du Sénégal, et c'est la faute de la France. Alors, il doit réparer ça aussi. 6 millions, 6 milliards et demi à la Zambie, alors qu'elle est endettée à 32 millions, enfin, en dette totale, ou 33 millions. Mais Milliards, 33 milliards. milliards, pardon, milliards, alors il se moque du monde quand on sait que l'évasion fiscale occidentale dans le monde et celle du tiers-monde, évidemment, passe à l'Occident. C'est clair. L'évasion fiscale de tous les pays d'Afrique, par exemple, où les chefs d'État et du gouvernement sont directement installés à penser au Mali, à la Centrafrique, au Gabon, au Tchad il y a quelques mois, au Soudan maintenant, à la Côte d'Ivoire, etc., etc. Tous ces chefs d'État, tous ces gouvernements sont installés par eux et par France-Afrique, et donc ça profite d'abord à eux. Alors, donc, ce 2 milliards et demi, ce 6 milliards, c'est se moquer du monde. Ils se moquent du monde quand leur évasion fiscale, incluant celle de l'Afrique, par exemple, remonte à 12 000 ou 15 000 milliards aujourd'hui. Je dis bien 12 à 15 000 milliards de dollars d'évasion fiscale. Qu'est-ce qu'ils attendent pour aller les chercher? Pour aller chercher ces 15 000 ou 12 000 milliards de dollars au lieu de donner 2 000 et 6 000. Mon Dieu, mais ils nous prennent pour des singes, enfin, avec tout le respect qu'on donne aux singes. Et en plus, par an, officiellement, c'est 500 milliards d'évasion fiscale par an. Bon, alors, s'ils freinaient la moitié de cette évasion fiscale, 250 milliards, eh ben déjà, il y aurait de quoi ajouter tout de suite à ces 2 milliards et demi et 6 milliards. 250 milliards minimum. Bon, pour la construction du fameux barrage, je suis d'accord et pas d'accord. À court terme, ça pourra aider. C'est certain que tous les pays autour, bon, ce fleuve, etc., est important, pas juste pour le Congo, mais pour le reste de tous les pays alentours, jusqu'à l'Afrique du Et Sud. la centrale, justement, c'est pour alimenter plusieurs pays. C'est pas Mais bien uniquement sûr, le Congo. bien sûr, et surtout si on remet en marche les deux autres barrages. Mais le problème, c'est que ça va accentuer l'empreinte climatique et l'empreinte écologique sur l'Afrique qui est déjà en train de subir une empreinte climatique et une empreinte écologique terrible. Moi, ça fait des années, ça fait peut-être au moins 10 ans en plus que je n'ai pas remis les pieds en Afrique, enfin en Afrique subsaharienne. Mais la dernière fois que j'y ai mis les pieds, je peux vous assurer que partout où j'ai été, c'est pratiquement des poubelles à ciel ouvert, des contrées entières couvertes de plastique. Juste pour enlever ce plastique et rendre cette terre au labour ou au pâturage ou etc., etc., ça prendrait des moyens herculéens. Alors, si on ajoute la construction d'un nouveau méga barrage avec tout ce que ça implique sur le remuer des terres, des forêts, des déforestation, utilisation de béton, de je sais pas quoi, de tout ce qui s'ensuit, et tout ce que ça entraînera en amont et en aval en termes d'équilibre des eaux, etc., etc. Bon, moi je crains que ça ne... Mais dans ce cas-là, les pays africains ont quand même besoin justement de profiter de cette eau pour développer l'agriculture, mais aussi il leur faut de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on Alors, fait? ce que je préconiserais, c'est de remettre en marche les deux barrages qui sont déjà là,
de renforcer autant que possible ou d'augmenter leur capacité pour pallier aux besoins les plus immédiats et se mettre plutôt à construire des centrales nucléaires. Alors, avec des centrales D'accord, nucléaires, au moins, ben, on fera beaucoup, beaucoup moins de dégâts et d'empreintes écologiques sur une Afrique qui déjà n'en peut plus, d'accord, parfait. et financée par l'Occident. Bien. Alors, la troisième question, justement, et j'y arrive. Lors du même sommet, la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, Kristalina Georgieva, a estimé qu'il y avait du nouveau pour les pays pauvres et en annonçant une réallocation à leur profit de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux. C'est pas. Alors, et puis elle affirme, c'est le futur de l'humanité qui est en train d'être discuté ici. Alors, ma question, qu'en pensez-vous de cette histoire-là? Est-il vraiment réaliste de parler de lutte contre la pauvreté dans le monde avec une allocation de quelques dizaines de milliards de dollars, tout en exigeant de ces pays d'investir dans l'économie verte très coûteuse, y compris pour les pays riches? C'est se moquer du monde, mais alors de manière éhontée, sans même aucune forme de gêne ou de tact ou de honte. Qu'est-ce que c'est alors? D'abord, le 100 milliards n'est pas débloqué. Ça, il faut le Oui, oui, savoir. oui. Tout ce qui a été décaissé et qui est encore entre les mains du FMI, c'est 60 milliards. Donc, il n'y a aucun pays d'Afrique qui a encore reçu même pas un sou. Alors, quand vont-ils les recevoir? Et Donc, ensuite, si l'on prend les 54 pays, disons les 54 pays africains, juste à une moyenne, on en enlevant divise, l'Afrique du Sud, en enlevant l'Afrique du voilà, Sud. on Ouais. divise 100 sur 54. C'est de quoi acheter un frigidaire chacun. Voilà, à peu près. Eh bien non, ça c'est se moquer du monde. Il faut le faire par centaines de milliers de milliards. Pas, même plus par centaines de milliards. Des centaines de milliards, c'est une goutte d'eau jetée dans l'océan Pacifique. Rien de rien de rien. Il faut commencer à parler en dizaines de milliers de dollars minimum. Minimum. Ensuite, il faut penser à mettre tous les pays développés en situation de décroissance, comme l'a préconisé le Club de Rome. Il y a déjà, depuis 1972, le premier rapport du Club de Rome, Halte à la croissance. 1972. Le Club de Rome préconisait ce qu'il appelait une croissance organique différenciée, c'est-à-dire que les pays riches, comme les États-Unis, le Canada, la France, l'Europe, etc., etc., se mettent à avoir des taux de croissance négatifs, c'est-à-dire en dessous de zéro, moins 10, moins 15%, etc. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque famille américaine, eh bien, au lieu d'avoir 5 voitures par famille, ils en auront 2. Au lieu d'avoir 12 ordinateurs par famille, ils en auront 3, etc. Voilà ce que ça veut dire, une décroissance de moins 10 ou moins 15% pour les États-Unis ou pour le Mais il y a Canada. beaucoup qui critiquent justement du Du Club de Club de Rome Rome. en l'accusant d'être une sorte de politique anti-humaine qui vise justement à faire chuter la démographie mondiale parce que c'est des politiques malthusiennes qui sont contre le développement, donc on ne donne pas les moyens. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Oh ben là, écoutez, c'est archi faux. Ça n'a jamais été ni l'intention, ni les sous-intentions du Club de Rome, et encore moins des deux Américains. Ces deux Américains, Meadows et Forrester, avec leur livre qui s'appelle Industrial Dynamics, qui ont été à l'origine de ce rapport, de ce premier rapport du Ouais, ouais. Club de Rome. D'ailleurs, il Bon, porte le nom de Meadows, le rapport oui, Meadows, Meadows. voilà, le rapport Meadows. Mais il y a un deuxième qui s'appelle Forrester qui a travaillé avec lui. Et donc, depuis, il y a eu d'autres rapports du Club de Rome qui ne font que renforcer ce qu'ils ont dit dans le premier rapport. Et il faut savoir que le Club de Rome, c'est des gens tout à fait neutres et compétents. C'est des prix Nobel, c'est des scientifiques, c'est des savants.
c'est des anciens politiciens, c'est des anciens chefs de gouvernement, c'est etc., etc. C'est pas des gamins qui jouent avec des chiffres, etc. C'est aussi important que l'OCDE ou même plus intelligent que l'OCDE et tout ce qui ressemble à ça, parce que tout ça, l'OMC, tout ça, c'est au service des riches. On le sait, à Mhm. commencer par l'ONU. Bon, alors donc au moins le Club de Rome, il essaye d'être au service de l'humanité. Et alors, quand le Club de Rome dit tout ça, c'est vrai que c'est malthusien. Mais encore faut-il démontrer que Malthus a eu tort. Or, Malthus n'a pas tort sur toute la ligne. On le voit bien aujourd'hui, comme les physiocrates. Malthus a fait preuve de pensée économique de type physiocrate, c'est-à-dire dire attention, peut-être Adam Smith a raison, la source des richesses des nations c'est le travail, etc., etc., mais il ne faut pas oublier la terre. Si on détruit cette terre, ben, même le travail, il pourra plus rien faire. Alors c'est ça la position de Malthus. Malthus, il dit attention, cette terre ne peut pas vous donner tout ce que vous voulez parce que vous voulez le maximum, alors que la terre ne donne le maximum de rien du tout. Voilà ce que dit Malthus. En Et gros, si on ceux justement résume. qui s'opposent à ça disent que avec le développement de la science et de la technologie, on peut toujours trouver d'autres ressources et passer à d'autres systèmes supérieurs qui font que on évite l'épuisement Eh ben ça, c'est le rêve Papa Noël, comme je l'appelle. C'est le rêve au Père Noël. Ça fait combien d'années, de dizaines d'années qu'on nous dit ça? On nous dit ça depuis à peu près la fin du colonialisme. Donc ça fait 80 ans, à peu près. 70-80 ans. Donc quand on est sorti plus ou moins des 30 glorieuses, on n'arrête pas de nous répéter ça. Mais même pendant les 30 glorieuses, on avait déjà commencé. La technologie, la technique, grâce aux progrès, surtout qui ont été réalisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors regardez un peu ce cynisme. L'humanité fait des progrès en intelligence, en technologie, etc., quand elle fait des guerres. Alors, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est mis à prétendre que cette Deuxième Guerre mondiale a permis à l'humanité de faire des bons d'intelligence technologique, etc., etc., incroyables, ce qui est vrai. Alors, les êtres humains, les Occidentaux en particulier, ne font des progrès que quand ils s'entretuent. Alors, quand ils s'entretuent, ils font des progrès. Et voilà la logique. Alors, ça fait donc, mais dites-moi s'il vous plaît, dans les budgets, et je l'ai analysé pour pas mal de grandes multinationales, Mhm. dans leur budget, combien ils consacrent d'argent, de recherche et développement technologique pour les technologies qui rapportent de l'argent dans les 6 mois et pour les technologies qui nettoient les saletés et les poisons et les venins qui jettent dans la nature. Aucune. Aucune, oui. J'ai vu zéro budget consacré, par exemple, General Motors, zéro budget consacré à comment contrôler les 120 métaux lourds toxiques qu'elle jette dans les Grands Lacs. Zéro. Pas un dollar. Bon, alors cette technologie, elle va sortir d'où si on met aucun budget dans le développement de cette technologie? Et elle va tomber de D'accord. la nébuleuse D'accord. Betelgeuse? Bien, alors on passe à la dernière question, Monsieur Aktouf. Il nous reste que 3 minutes Oui, pour la première partie de notre entretien. Alors, le réseau international d'ONG Climate Action Network a critiqué ce sommet qui, selon lui, avait fait du neuf avec du vieux et pointé du doigt oui. l'idée d'une suspension des remboursements, plutôt, c'est très intéressant, qu'une annulation complète de la dette. Et moi, je rajouterais parce que les pays africains ou les pays du Sud en général ont payé leurs dettes plusieurs fois à cause Oui, des taux d'intérêt composés, et ainsi de suite. Et plus alors, l'exploitation. ouais, et alors elle dit que les ambitions du sommet reposent trop sur les investissements privés, et c'est vrai, et assigne un rôle démesuré aux banques multilatérales de développement. Et puis, l'ONG ajoute que c'est ignorer le rôle pivot que les finances publiques doivent jouer. Alors, en 3 minutes, s'il vous plaît, qu'en pensez-vous? Et l'économie verte est-elle également entre les mains de ceux
qui ont promu la pauvreté dans le monde via la mondialisation néolibérale ultra-financiarisée. Alors, très très rapidement, de un, juste l'idée de continuer à faire du profit et faire du profit maximum est complètement contre toute idée de virage vert. Impossible. On ne peut pas continuer à faire du profit maximum et en même temps ménager la nature, etc. C'est impossible. Bon. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'Afrique et la dette, etc., cette ONG a parfaitement raison. Absolument, il faut tout de suite annuler totalement toutes ces dettes qui ont déjà été payées 1000 fois, avec les taux d'intérêt, avec l'exploitation, avec la dette climatique, avec les La dette coloniale, corruptions, on pourrait ajouter aussi euh, la dette mais coloniale. bien sûr, la dette coloniale, etc., avec les rétrocommissions, avec les conditionnalités du consensus de Washington, avec tout ça, ça a été payé 1000 fois. Bon, alors donc, et en plus, dire à ces pays du tiers-monde, vous allez vous en sortir avec donc des fonds de virage vert, de je sais pas quoi, etc. Il faut savoir que les produits africains, par exemple, notamment les terres rares, comme le tolkan, etc., 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 leurs prix sont négociés de gré à gré de façon bilatérale et ils sont payés moitié moins que les prix des marchés. Alors il faudra déjà commencer par ça, par obliger les multinationales mondiales occidentales à payer au minimum aux Africains le prix du marché, du tolkan, du tungstène, de tout ça, tous ces métaux rares dont l'Afrique regorge. Alors voilà pourquoi il faut commencer. Cette ONG a parfaitement raison. Alors, j'aimerais bien faire quand même une toute petite introduction à cette deuxième partie. Je crois que vous l'avez déjà effleuré un peu tout à l'heure. La défaite de l'Allemagne nazie, à laquelle l'Union soviétique a contribué de manière décisive avec le soutien des alliés occidentaux, a permis de jeter les bases de l'ordre international d'après-guerre. Sa base juridique, qui était la Charte des Nations Unies et l'Organisation mondiale elle-même, incarnant le véritable multilatéralisme, a acquis un rôle central de coordination dans la politique mondiale. Alors, aujourd'hui, le système centré sur l'ONU ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées traverse une crise profonde. La cause est dans le fait que des membres occidentaux de l'organisation ont tenté de remplacer le droit international et la Charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles, ces règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes, et il est évident qu'elles sont inventées et appliquées dans le but de contrecarrer les processus naturels de formation et de renforcement de nouveaux pôles de développement indépendants qui sont la manifestation justement objective du multilatéralisme. Alors, c'est dans le même esprit que l'Occident, avec les États-Unis en tête, utilise les institutions internationales, contenir les nouveaux centres mondiaux de développement avec les mesures unilatérales et légitimes. Il s'agit notamment de couper l'accès à la technologie moderne et aux services financiers, d'être expulsés des chaînes d'approvisionnement, de confisquer des biens, de détruire les infrastructures essentielles des concurrents et de manipuler les règles et procédures universellement convenues. En conséquence, donc, la fragmentation du commerce mondial, l'effondrement des mécanismes de marché, la paralysie de l'OMC et la transformation finale déjà sans phare du FMI en un instrument permettant d'atteindre les objectifs des États-Unis et de leurs alliés, y compris les objectifs militaires. Alors, maintenant, la première question, moi qui me vient à l'esprit, l'éruption d'une caste de managers globalisés dans le sillage de la destruction des souverainetés étatiques a été le fait marquant des décennies ayant suivi la chute de l'Union soviétique. Et en effet, le monde a vu l'émergence d'une technostructure transnationale qui se fréquente, communique, parcourt le monde et promeut l'agenda One World, un seul monde entier. Alors, comment les organisations internationales, dont le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'UNESCO, l'OMS, dernièrement, ont-elles servi d'outil à cette stratégie globaliste? Et est-ce que ce n'est pas arnaquer le monde encore une fois
d'aller proposer un sommet à Paris pour un nouveau pacte financier sans commencer justement par remettre en cause le fonctionnement au moins du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE, et ainsi de suite. Mais bien sûr, déjà, l'intitulé, Nouveau pacte financier mondial. Mais déjà, ça veut dire qu'il faut commencer immédiatement par dissoudre tout ce qui est au-dessous de l'ONU, etc., et qui sert alors ça peut aller depuis la CNUSED, le PNUD, l'OCDE, l'OMC en particulier, etc., le FMI, la Banque mondiale. Il faut commencer par dissoudre tout ça et inviter les pays, donc faire mais vraiment avec l'Assemblée générale de l'ONU, c'est-à-dire avec tous les Ouais. pays de ce monde, un nouveau Bretton Woods, renégocier totalement. Sinon, on Je s'amuse, rappelle que quoi. les traités de Bretton Woods, la majorité des pays africains étaient encore sous le colonialisme. Et Exactement. le droit qui a été créé autour de ces institutions, y compris celui à l'ONU, et c'est le droit qui a été imposé par les anciennes puissances coloniales et qui n'a pas encore changé. À ce jour, Qui c'est n'a le même. jamais changé, imposé. Ils étaient 44 pays, je pense, donc les puissances coloniales plus les États-Unis, bon, évidemment, sont eux les grands vainqueurs, sont que Gandhi, ils ont imposé leur dollar et ils ont imposé la doctrine Monroe. Après, bon, donc, qui est la doctrine dont vous parlez, qui est le fait de mettre le monde sous les bottes d'un gendarme qui sont les États-Unis. Et qui est une doctrine d'ailleurs qui n'est même pas cachée. Alors, vous avez commencé en disant que la Russie, à l'époque, enfin l'URSS, avait gagné avec l'appui des Alliés. Et il faut savoir que les Alliés ont donné un appui minimal. Oui, Maintenant, c'est connu dans les nouvelles absolument, ouais. investigations historiques. C'était vraiment minimaliste. Et vraiment, ceux qui ont vaincu Hitler, dans le sens propre et total du terme, c'est l'armée rouge. Oui, Les autres, c'était minimal et moins que minimal. Bon, donc, on commence à savoir maintenant. Donc, alors, oui, bien sûr, l'ordre qu'ils ont imposé devait être un ordre multilatéral. Bon, après les négociations de Bretton Woods, et avec donc des instruments qui allaient être au service de cet ordre multilatéral et qui devraient représenter tous les intérêts des pays développés, non développés, etc. Tout ça dans l'idée de sortir d'un ordre mondial dans lequel se provoquent des guerres, notamment à cause des questions de commerce et de ressources, etc., etc. Donc, avec ce nouveau multilatéralisme, l'ONU qui va se constituer, etc., etc., on presse le FMI, la Banque mondiale, qui devait éradiquer la pauvreté dans le monde, le FMI qui devait s'assurer que tout le monde joue les mêmes jeux, les mêmes règles de manière de concurrence pure et parfaite et dans les intérêts globaux et réciproques de tout le monde, etc. Tout ça, c'était bien beau dans le papier. Tout ça, mais c'est la délégation américaine, en fait, qui a imposé ses desiderata à tout le monde, d'autant plus que l'Europe avait un besoin vital des 17 milliards de dollars du plan Marshall mhm. que les États-Unis ont offert comme Mais ça. quand même, après, c'est-à-dire durant au moins la guerre froide, il y avait quand même un équilibre. Un équilibre. Mais après la chute de l'Union soviétique en 91, ce n'est pas difficile de constater que ces institutions sont devenues en fait des instruments de domination Exactement. néocoloniale. Exact, mais bien sûr, plus que néocolonial. C'est néo-occupation carrément. Moi, j'ai vu en Afrique, dans ma dernière tournée, tous les pays que j'ai visités, je travaillais notamment sur le pétrole, et le ministre est national, disons, je sais pas, de n'importe quel pays, Congo, enfin peu importe, et au Gabon, hein, et le deuxième personnage en dessous du ministre, qui a en fait tous les pouvoirs, était systématiquement un officier français. Colonel, lieutenant-colonel, général, machin, et qui était le bras droit juste en dessous du ministre et qui contrôlait tout.
Bon, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais si c'est ça, un jeu de multilatéralisme et d'équilibre, ben vraiment, c'est se moquer du monde, mais à vitesse à la vitesse de la lumière. Alors pour revenir au fondement de vos questions, eh bien, d'abord, la chute de l'URSS, j'ai fait plusieurs webinaires là-dessus. On pourrait en parler très longuement et expliquer comment cette chute soi-disant, moi je dis, je prétends même, soi-disant chute endogène des pays de l'Est a été fabriquée à partir de la doctrine du containment, de l'endiguement de Truman. Et ça a commencé avec le macartisme et ça a fini avec notamment les guerres au sud de l'URSS et donc l'isolation de l'URSS dans les frontières sud par le jeu sur les différences entre l'islam et le communisme, en présentant que le communisme allait introduire dans les pays musulmans l'athéisme. Enfin bon, on y reviendra, mais c'est pas aussi net que ça, hein. Mhm. Les chutes des pays de l'Est de l'URSS sont aussi dues, autant dues à des interventions exogènes qu'à des raisons endogènes qui ont été des conséquences. Bon, mais ça, c'est une autre affaire, mais il faut quand même le préciser. Alors donc, c'est toutes ces institutions. Alors, il faut voir comment elles fonctionnent. Parlons juste de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est supposée être l'instrument, le bras armé sur le terrain pour s'assurer que tout le monde joue franc jeu dans le commerce, les échanges, les prix, etc., etc. Alors, comment fonctionne l'OMC? L'OMC, il y a au sommet, son organigramme, c'est les ministères du commerce des pays membres de l'OMC. Bon, alors ce sont essentiellement, évidemment, les pays développés. En dessous des ministères, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée générale, qui a son siège à Genève. Et cette Assemblée générale tient une réunion, je pense, et ministérielle, tous les 2 ans, et pour l'Assemblée, peut-être tous les ans. Bon. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle les tables de négociation qui sont en permanence à Genève. Bon, en permanence. Alors, dans ces tables, vous avez la table du blé, la table de l'eau, la table de l'or, la table du diamant, la table du blé, la table des métaux rares, la table, bon, pour chaque secteur de commerce, etc., industrie, tout ça, il y a une table. Bon. Alors déjà, quel pays d'Afrique? Si on parle juste de l'Afrique, on peut parler aussi d'Amérique latine, de l'Océanie, de pays du Sud-Est asiatique, etc. À commencer par les Philippines jusqu'au Sri Lanka ou je sais pas quoi. Quel pays parmi ces pays-là peut maintenir une délégation d'experts en permanence à Genève, quand on connaît le coût de la vie à Genève? Alors maintenir pour le Bénin, par exemple, que je connais très bien, eh bien, maintenir une délégation de 6 experts en permanence à Genève, ça serait le quart de son budget. C'est impossible. Alors, ce qui fait que les pays du tiers-monde, par exemple le Sénégal, la délégation du Sénégal, à elle seule, représentait une trentaine de pays. Alors, la délégation du Sénégal était chargée de représenter le Sénégal, le Mali, le Malawi, le Botswana, une vingtaine ou une trentaine de pays à elle toute seule. Bon. Mais la délégation du Sénégal ne peut pas être en négociation sur toutes les tables. Ils peuvent pas être en Absolument. même temps à la table du blé, à la table de l'eau, à la table du sorgho, à la table des arachides, à la table c'est pas possible. Donc ils choisissent les tables les plus urgentes. Et l'OMC, ils ont inventé un mode de fonctionnement d'un cynisme inouï qui s'appelle le consensus négatif. Alors par exemple, la table de l'eau. Il y a la délégation américaine, française, canadienne, suisse, espagnole, italienne, machin, mais il n'y a pas la délégation algérienne, marocaine, gabonaise, camerounaise. Bon. Alors, ce consensus négatif veut dire ceci, c'est que les présents à la table de négociation,
qui négocie, par exemple, comment, à partir de maintenant, l'eau va devenir une marchandise vendable, achetable, etc., sur les marchés internationaux, à quelles conditions, à quel ceci, quel prix, quel blabla, tout ça. Eh bien, les présents, une fois qu'ils ont signé l'accord, cet accord est supposé être signé par tous les membres de l'OMC, même s'ils n'étaient même pas à la table. Donc l'Algérie n'est pas à la table, ou le Gabon, et dans cette table, on dit qu'à partir d'aujourd'hui, les lacs, les sources et tout ça, eh ben Nestlé, Coca-Cola, n'importe quelle multinationale, Procter Gamble, je sais pas quoi, peuvent aller et ont le droit d'acheter des lacs, des sources, des ceci. Et si on les empêche, ça s'appelle entrave au commerce international et vous tombez sous le coup du chapitre 2, c'est-à-dire les représailles. Les, Et il y a des- aussi, Monsieur Actouf, l'OMS, qui a quand même brillé par une ben, espèce de bien dévoiement sûr. durant la pandémie de Covid-19. Mais bien sûr. Elle s'est avérée que c'est une organisation de Bill Gates. Mais C'est bien Bill Gates sûr. Mais c'est la même chose que l'OMC avec cette question de consensus négatif. Nestlé arrive en Algérie et va acheter, je sais pas moi, le lac de Médéa. Eh bien, vous dites non, il n'est pas à vendre. Et vous tombez sous les amendes colossales et vous allez devant le tribunal de la Haye, etc., etc. Eh bien, l'OMS, il faut savoir que le conseil d'administration de l'OMS, il est complètement contrôlé par des représentants de laboratoires pharmaceutiques. Le conseil d'administration de l'Organisation mondiale de la santé est en majorité composé de représentants de laboratoires pharmaceutiques. Ce qui fait que le président de l'OMS nous a imposé des vaccins, comme on l'a vu, qui coûtaient des fortunes, pour la Covid, qui ont rapporté des dizaines de milliards de profits par trimestre à Novartis et à Pfizer. Et on voit bien aujourd'hui à quel point tout ça a été exagéré et à quel point des centaines et des centaines de millions de doses ont été payées par des pays pour rien. Parce que soit ils n'ont servi à rien, soit ils étaient périmés avant d'arriver, soit ils étaient inefficaces, alors qu'il y avait le vaccin russe qui était à disposition gratuit, il y avait le vaccin chinois, il y avait le vaccin de l'Inde, mais ces vaccins-là, on les a ignorés parce qu'ils étaient proposés pratiquement gratuitement pour imposer, et l'OMS a joué un rôle là-dedans, imposer les vaccins de Novartis, de Pfizer et de Bayer et compagnie. Et, Alors voilà, toutes ces institutions dites internationales sous l'égide de ces institutions qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, soi-disant pour équilibrer les choses dans le monde, eh bien toutes ces institutions ne sont là que pour le service des pays riches. C'est tout. non, mais et ici, ce qui est quand même choquant aussi, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, ce sont eux, justement, qui ont mis en place l'OMC avec toutes les règles internationales du commerce. Ce sont eux qui l'ont achevé en imposant des sanctions unilatérales à la Russie, en mettant la main sur ses capitaux. euh, Qu'elle a gagné en vendant des matières premières, l'énergie et les matières premières et les matières premières. Et voilà, donc il tire une balle dans la tête de l'OMC juste parce que l'intérêt euh, le suggère. Ben oui, bien sûr, mais l'OMC est une espèce de girouette dont l'Occident se sert selon la direction du vent qui lui est favorable. C'est tout. Il n'y a aucune autre raison dans les mesures que prend l'OMC. Alors, puisque vous parlez de l'Ukraine, ben, il faut savoir que des années avant, le fils Biden, Henry, il s'appelle, si j'ai bonne mémoire, Hunter Biden. Heather, excuse-moi, oui, voilà, Biden, Hunter. eh ben, il avait déjà acheté des terres en Ukraine des années avant. Et aujourd'hui, il y a 40% du blé ukrainien et des terres à blé ukrainiennes qui sont possession de multinationales et particulièrement de la famille Biden, du C'est président 3 des millions, États-Unis. le président Zelensky a vendu 3 millions d'hectares. Oui,
Voilà, 3 millions d'hectares, exactement. Oui, 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 oui. Et ça représente à peu près 40%. Bon, ben, tout ça, qui le sait? Mais tout ça, l'OMC ferme les yeux. Normalement, l'OMC devait intervenir pour interdire totalement ce genre de choses, parce que ça veut dire une mise en main, une mise de main, un contrôle extérieur sur les intérêts intérieurs d'un pays et les intérêts commerciaux vitaux, Ouais. comme le blé, comme en Érythrée, l'Éthiopie, dont les terres appartiennent pratiquement qu'à des multinationales, etc., etc. Bien. Alors, la seconde question, parce que c'est très important, il faut quand même qu'on explique toutes ces choses-là. On ne peut pas aller dire aux pays pauvres, aux pays du Sud, nous allons faire un nouveau pacte, nous allons faire ceci, cela, débloquer 100 milliards, sans poser le problème justement du fonctionnement du système d'une manière globale. Donc, tout le monde, dans cette optique-là, se rappelle de la déclaration fière du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, selon laquelle l'Europe est un jardin d'Éden et le reste du monde une jungle. Et on pourrait aussi rappeler la déclaration conjointe OTAN-Union européenne du 10 janvier 2023, affirmant que l'Occident uni utilisera tous les outils économiques, financiers, politiques et militaires dont disposent l'OTAN et l'Union européenne pour garantir les intérêts de notre milliard, c'est-à-dire le milliard d'êtres humains qui vivent dans le secteur-là occidental. Alors, ces déclarations ne sont-elles pas en réalité la quintessence d'une du complexe d'exclusivité que l'Occident s'accorde, il veut normaliser et qu'il veut normaliser dans les relations et les organisations internationales. Mais absolument. Que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, que ce soit, etc., tout ça est totalement, exclusivement au service des intérêts des pays riches. Et il se cache pas pour le dire. Alors, cette déclaration de Monsieur Borrell me rappelle celle de Sarkozy au Sénégal il y a quelques années, où il a dit le problème de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Mais ça, c'est une déclaration d'un racisme inouï. Il est Et venu en... l'ironie, juste une seconde, monsieur Actefe, l'ironie, c'est qu'il avait déclaré ça à l'université Cheikh Anta Diop, qui Oui, était un savant nucléaire de renommée mondiale. exactement, absolument. En plus, voilà. Alors, donc, mais c'est incroyable. Il est venu en Afrique dire aux Africains, carrément, vous êtes des singes. Voilà. Vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas descendu de vos arbres, vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Mais c'est inouï. Tout ça, c'est une forme bon, historiquement connue, de justification des desiderata des vainqueurs par des déclarations et des déclarations d'intention humanitaires, humanistes, etc., pluralistes, ce qui s'ensuit. C'est connu depuis la nuit des temps. Bon, alors la déclaration de M. Borrell du 13 octobre 2023, c'est une déclaration encore plus raciste si ça se peut, que celle de Sarkozy. Il a ajouté aussi, nous avons construit un jardin et ce jardin, il faut le protéger. Donc, il faut mettre des murs, etc., etc. Et il faut que des Européens acceptent d'aller dans la jungle. Donc, la jungle, c'est quoi? C'est l'Afrique, c'est le reste du monde, donc le tiers-monde, etc., pour empêcher les gens de la jungle de venir abîmer le jardin. Non, mais c'est incroyable. Le représentant des affaires internationales de l'Union européenne qui dit des choses pareilles le 13 octobre 2023, c'est 2022, digne. c'était, je crois en mars 2023, Non, 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 j'ai ou vérifié, c'est octobre. 2022, ou donc 2022, 13 octobre. C'était 13 octobre, alors peut-être 2022. Peut-être 2022. 2022, mais je me souviens bien de la date 13 octobre. Enfin bon, Ah. donc il en a fait peut-être une autre en mars, c'est pas étonnant. Il en a pas fait qu'une seule, donc il y a plusieurs bouts là. Alors donc ça, c'est qu'on retourne à l'état du monde d'avant le traité de Westphalie, c'est-à-dire le traité de 1600.
76, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire, qui était un traité. 1646. 46, Bravo. le traité de Westphalie, oui. C'est 1600, 46. 1646, merci. Eh bien, c'était pour mettre fin notamment à la guerre de 30 ans et pour mettre fin à toutes les guerres de tribus, parce qu'il n'y avait pas d'État-nation. Ouais. Donc, le traité de Westphalie, c'était dire, bon, à partir de maintenant, on va rentrer dans un ordre international, une logique d'État-nation basée sur une unité de langue, unité géographique, unité culturelle, unité de ceci, cela. Donc, la France devient la France, la Belgique devient la Belgique, l'Allemagne devient l'Allemagne, hein, et tout ça pour rentrer dans un monde, donc 1646. Ça rappelle quasiment les paroles de Bretton Woods et d'après, donc de l'OMC et compagnie, etc., pour entrer dans un monde où on fait plus de commerce que de guerre. Et donc on arrête ces histoires de tribus qui n'arrêtent pas de s'affronter dans tous les coins, et on rentre donc dans un monde où les nations, pratiquement d'égal à égal, font des échanges bilatéraux au lieu de se faire la guerre. Alors aujourd'hui, on est en train de démolir totalement cet ordre de Westphalie. Il a été démoli déjà après Bretton Woods et le début de l'instauration de la mondialisation qui a commencé avec le macartisme. Alors si vous voulez, on pourra faire une émission là-dessus un de ces jours. Et donc, et qui finit aujourd'hui avec finalement le démantèlement de l'ordre westphalien et la réintroduction des guerres, on le voit bien, partout où l'intérêt de l'Occident est quelque peu menacé, hop, il déclenche une guerre. Et déclencher une guerre, ça a toute une série d'avantages. Le D'accord. premier, c'est qu'on enrichit les banques. On enrichissait les banques, on enrichit les multinationales, on enrichit l'industrie de l'armement, on enrichit le complexe militaire industriel américain, etc., etc., etc. Donc on est en D'accord. train de retourner pratiquement au Moyen Âge. Donc, justement, pour aller dans le même sens de ce que vous venez de dire, Monsieur Aktouf, euh, il y a donc là apparaît une question légitime que tout le monde se pose. À quoi servent encore les institutions internationales? Ben, Et ça fait longtemps. peut-on encore parler de droit international? Et le changement pour convaincre les pays du Sud, notamment africains, ne devrait-il pas commencer, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OMS et, et toute Mais, la panoplie de... mais c'est évident qu'il n'y a aucune forme de logique ni de justice dans cet ordre mondial. Absolument aucune. Et là, bon, il n'y a qu'à regarder par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec l'opération spéciale en Ukraine. On nous saoule avec les crimes contre l'humanité de Poutine. Il n'y a que Poutine qui fait des crimes contre l'humanité, il n'y a que Poutine qui fait des carnages, il n'y a que Poutine qui fait des violations à l'ordre et au droit international, etc. Alors que les Américains, on n'a jamais vu une image de ce qui s'est passé en Libye ou en Irak ou en en Syrie Afghanistan, au ou en Vietnam. Afghanistan ou jamais Vietnam on en voyait quand même. Ouais. Mais depuis, plus rien, absolument rien de rien du tout. Alors cet ordre-là est évidemment un ordre où il n'y a qu'un seul droit, c'est le droit du plus fort. Et ça, les Américains, et Helmut Kohl l'a dit, donc, du temps de De Gaulle, hein, Helmut Kohl a dit que l'Occident avait commis une faute. Il a dit, on a particulièrement surveillé l'Afrique pour qu'elle ne se développe pas textuellement, textuellement, empêcher l'Afrique de se développer. Il a dit, on a mis beaucoup d'efforts là-dessus, mais on a négligé l'Asie. Et l'Asie va monter. Voilà, il a dit du temps de De Gaulle. Alors vous, Mitterrand, du temps de du temps de Mitterrand. Mitterrand, oh, qu'est-ce que Oui. je raconte? Pardon, c'était quelqu'un d'autre, je me rappelle plus du temps de De Et Gaulle. donc, si c'était De Gaulle, c'était Adenauer. Adenauer, Voilà, voilà, Konrad je confonds. Adenauer.
confond Adenauer avec Helmut Kohl. Bon, et évidemment, du temps de Mitterrand. Merci beaucoup, c'est Kamel. Eh bien, donc, alors, voilà un aveu clair et net, déclaration qu'on peut voir sur YouTube, mais qui dit nettement, exactement, ce qu'a dit Nixon quand il a arrêté la parité du dollar avec 0,11 d'or. Il a dit, il a répondu à De Gaulle notamment, qui s'est révolté et qui voulait recevoir l'équivalent or de toutes les réserves de dollars que la France avait. Eh bien, Nixon a répondu, In this world, it is my money and it is your problem. Ouais, You're not happy, send your army. Dans ce monde, c'est ma volonté, c'est ma monnaie et c'est votre problème. Si vous n'êtes pas content, envoyez votre armée. Alors voilà, Nixon, août 1971. C'est quand même incroyable. Bon, ouais. donc c'est là qu'on en est. C'est un ordre, un droit international totalement au service des intérêts de l'Occident, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Europe. Point. Bien. Alors là, on arrive à la dernière question, et c'est un peu une question qui va conclure toute l'émission. Donc, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, l'émergence d'un nouveau monde multipolaire s'accélère. Bon, certainement, le processus va prendre beaucoup de temps, mais euh, il est clair que la dynamique est mise sur place, en place. Alors, l'un des sujets fondamentaux qui seront traités lors du prochain sommet des BRICS, qui sont le moteur de ce monde multipolaire en Afrique du Sud, est l'idée de créer une monnaie commune d'échange entre les pays membres qui serait ouverte à tout autre pays qui voudrait l'utiliser. Alors, cette monnaie commune des BRICS ne pourrait-elle pas supplanter le franc CFA dans les échanges des pays africains entre eux et avec les autres pays des BRICS? Et ne serait-il pas ça qui fait courir Emmanuel Macron via sa conférence? Et les Africains aspirent justement à intégrer ou au moins à s'arrimer au BRICS et à travailler avec leur monnaie. Mais bien sûr, je l'ai dit au début, c'est toutes ces gesticulations, c'est clair que l'Occident est en train d'avoir peur, d'avoir une peur bleue de ce qui va arriver avec le BRICS. C'est tous les pays qui sont en train de frapper à sa porte. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une trentaine de pays qui sont en train, dont l'Arabie Saoudite, qui sont en train L'Iran, et l'Iran, etc., qui sont en train de frapper à la porte du BRICS. Et avec donc la fameuse banque, nouvelle banque de développement aussi de Shanghai, qui est déjà fonctionnelle, eh bien, ils ont une peur bleue que tout ça ne les dépasse. D'autant plus que toutes les économies de l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Europe, ne sont plus que des économies financières. Ce ne sont plus des économies ni scientifiques, ni technologiques, ni industrielles. Alors, leur PNB, leur PIB, leur etc., etc., il est calculé, il est chiffré, il est composé de quoi? Il est composé des revenus des industries du spectacle, de Hollywood, des revenus du football américain, du sport, de je sais pas quoi, etc. Les salaires mirifiques des joueurs de hockey, des joueurs de baseball, de je sais pas quoi, des salaires qui se chiffrent par dizaines de millions des PDG américains, etc. Et de la spéculation totalement virtuelle et du vent dans les bourses, depuis la bourse de New York jusqu'à la bourse de Paris. Donc c'est ça les PNB et les PIB de cet Occident-là. Alors que le PNB et le PIB de l'Inde, du Brésil, de la Chine, de la Russie, donc de ces moteurs du BRICS, c'est des PNB et des PIB dont les chiffres viennent de capacités installées d'économie réelle, d'industrie, de technologie, de progrès scientifique, de produits qui sont déversés sur le monde entier. Aujourd'hui, la Chine est le meilleur vendeur de voitures électriques du monde, à tel point qu'en France, les voitures électriques chinoises menacent
les compagnies françaises. Et la France, Macron est en train de penser, est en train de donner des subventions encore des subventions à Peugeot, à Renault, etc., etc., parce que ces voitures électriques chinoises sont tellement de bonne qualité et avec toutes les options qu'on peut imaginer, et elles sont beaucoup moins chères que les voitures françaises. Alors voilà, donc ça les effraie. Et donc tout ça, ça fait qu'ils sont en train de faire toutes ces gesticulations, donc pour essayer de damer le pion aux BRICS, damer le pion à ceci, cela, et puis d'essayer de regagner le terrain qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont perdu beaucoup de terrain. Et quand le BRIC sera constitué de 25, 30, 40 pays, là, ils auront perdu le terrain totalement. Alors donc oui, bien sûr, tout ça c'est une panique dans laquelle est rentré le monde économique et industriel occidental. Et avec cette panique, ils essayent de récupérer notamment l'Afrique. Bon, l'Amérique latine, les États-Unis ont déjà mis la main dessus et c'est leur jardin réservé depuis longtemps. Eh bien, ils essayent de conserver au moins l'Afrique et le Moyen-Orient, de peur qu'ils ne basculent donc dans le BRICS et vers la Chine et vers tout ça. Et pourquoi? Pour conserver des endroits où ils pourraient encore aller chercher de quoi alimenter leur PNB et leur PIB avec des éléments d'économie réelle et non pas des éléments d'économie artificielle comme les méga salaires des PDG, les méga salaires des artistes et des joueurs de sport des spectacles, etc. et les spéculations des bourses. Professeur Omar Aktouk, je vous remercie pour cet entretien passionnant, riche en informations, engagé. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre interview pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous, avec grand plaisir. Merci beaucoup.